Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Et le temps passe avant-dernier numéro de Monde des Arts, avant la pause estivale. Ça va nous faire du bien. Et juste après, tout de même, des élections en Belgique qui ont redistribué les cartes. Je ne vous apprends rien. Résultat, l'arrivée probable, mettons quand même des guillemets, de l'attelage MR engagé à la tête de la Fédération Wallonie-Bruxelles, qui comporte d'ailleurs la culture et un monde justement de la culture qui s'apprête à plonger dans l'inconnu. Une situation inconfortable dans ce secteur qui est quand même assez dépendant des subsides publics. On va le voir, ce serait bien passé. Lui qui se relève à peine des années Covid où il n'était clairement pas désigné comme essentiel. Particulièrement absente de la campagne électorale qui s'achève, la culture et avec elle les artistes et les techniciennes des arts se sentent plus que jamais rejetés et forcément les questions, eh bien, elles se bousculent. Doit-on par exemple s'attendre à un retournement des valeurs avec le départ de la gauche ? Autre question, la culture va-t-elle devenir de plus en plus marchande ? Tout ça avec des guillemets. Les artistes devront-ils être rentables pour survivre ? Et encore, les missions de service au public de la culture sont-elles menacées ? Ça nous fait beaucoup de questions, ça nous fait des gros débats. Je vois déjà les expressions, les visages qui changent. On va en parler avec vous, Françoise Avalanche. Tout d'abord, bonsoir. Bonsoir. On est ravis de vous avoir, David. François, sur ce plateau. Vous êtes coordinatrice, comme on dit, secrétaire générale, c'est ça, de la FEAS. La FEAS, c'est quoi ? La FEAS, c'est la Fédération des employeurs des arts de la scène. Donc, nous rassemblons les institutions dans les différents secteurs des arts de la scène. Donc, le théâtre, danse, la musique, la danse, le multidisciplinaire, et le cirque, et les arts de la rue. D'accord. Et des compagnies aussi. Donc, en fait, les employeurs. Vous avez combien de membres ? Nous avons 67 membres, dont 38 des 42 grandes institutions au sens du décret. D'accord. Donc retenez bien ce nom, FEAS, parce que c'est pas connu du grand public, c'est plutôt pour les professionnels de la profession, comme on dit. Oui. Vous parlez de musique, c'est musique ancienne et musique... Toutes les musiques. Toutes les musiques, d'accord. C'est votre collègue du Fakir qui est là, mais on va en parler juste après. Oui. Maëlle de la Planche, bonsoir Maëlle. Bonsoir. On est ravis de vous avoir. On s'est déjà vu Maëlle. On s'est déjà vu plusieurs quelques fois pour d'autres débats autour des arts plastiques, parce que ça c'est votre dada. Ça c'est vrai, oui. Vous êtes prof d'ailleurs. Enseignante à l'ESA 75, voilà. Conférencière même. Conférencière, et vous êtes dans la commission des arts plastiques à la Fédération Wallonie-Bruxelles. Ça veut dire quoi être dans une commission des arts plastiques ? Alors, j'ai été mandatée par la ministre de la Culture, donc Bénédicte Linard, il y a 4 ans maintenant. Donc la ministre de la Culture sortante. Oui, sortante. Donc en fait, on analyse les dossiers de subvention, on donne notre avis. En fait, c'est une commission d'avis. Vous êtes combien ? On est, alors ça dépend, mais en quorum, je crois qu'on doit être plus ou moins 9 ou 8 à être présents pour donner un avis. Et, voilà. Et donc, on a un budget aussi à dispatcher. Est-ce que ce budget restera comme il était jusqu'ici ? C'est un petit peu toute la question. Ouais. On va en parler dans cette émission. Geoffroy Walters, bonjour. Bonsoir. Merci d'être là, Geoffroy. Vous venez de loin, vous venez du Brabant Wallon ? Je viens de la Sibérie du Brabant Wallon. Oui. Dans le nord du Brabant Wallon. C'est l'Est, côté Orbe-Joche, dans ce coin-là. Tout à fait. Et alors, donc, vous êtes, responsable du PILEN. Rappelez-nous ce que c'est que le PILEN. C'est un drôle de nom, le PILEN. Oui, c'est un drôle de nom. C'est le partenariat interprofessionnel du livre et de l'édition numérique. Et c'est en fait la maison commune de la filière du livre. Donc on regroupe les fédérations d'auteurs, les fédérations d'éditeurs, libraires et bibliothécaires. Donc ça fait du monde. Ça fait beaucoup de monde, oui. Vous m'avez dit c'est l'écosystème du livre. Voilà. On essaie de dynamiser ce fameux écosystème qui en a bien besoin. D'accord. On dirait qu'on a un petit peu de la biologie, là, un écosystème, les livres qui respirent. On espère qu'ils vont encore respirer longtemps, tous ces livres. Et puis, autre nom un petit peu bizarre, c'est le Fakir. Alors, c'est pas le mec tout maigre sur des clous. Le Fakir, c'est pas ça que ça veut dire. Bonsoir, Fabien. Bonsoir. Non, Fakir, c'est pour Fédération des auteuristes, compositeuristes et interprètes réunis. D'accord. Donc, on représente 800, je crois. 800 musiciens ? C'est ça, à peu près. 800 musiciens et musiciennes, donc artistes de la musique. Principalement en musique actuelle, mais aussi un petit peu en musique contemporaine et musique classique. D'accord. Donc on a bien compris que vous étiez là, que vous représentiez les artistes, le monde de la culture, un monde qui est un petit peu inquiet, je l'ai dit, parce que voilà, il y a un changement de majorité qui s'annonce et ça va peut-être provoquer des bouleversements. On va en discuter ce soir. Tout d'abord, peut-être une petite question un petit peu provocatrice pour commencer. Est-ce que selon vous, le monde de la culture, c'est un monde plutôt de gauche ? Françoise Avalanche. Oui, c'est une question un peu impertinente.
Peut-être. En fait, Pourquoi vous je hésitez? crois que... Mais parce que je n'aime pas qu'on catalogue les secteurs. D'accord. Ici, nous avons... il y a une majorité, je crois que vous dites, on est un peu inquiet. On est inquiet à chaque changement Oui. de majorité, Ça, c'est la nature parce humaine, que hein. c'est la nature humaine. Et en même temps, ça ouvre peut-être d'autres perspectives. Donc, Ouais. voilà. Enfin, je vois votre voisin qui sourit, qui dit oui, ça ouvre d'autres perspectives, il faut y croire. Il faut y croire à l'avenir ici, oui. On Ouais. est n'a pas le choix, résolu- ceci dit. Hein. On n'a pas le En choix. même temps. Donc là, on est reparti vers un nouvel attelage, comme vous l'avez dit en début d'émission. Ouais. Donc, je rappelle les engagés MR, avec peut-être un ministre, un ministre de la Culture MR, mais rien n'est moins sûr. On verra, Ouais. ils en discutent. Et bon, là, il faut tourner vers l'avenir. Et on est plein d'espoir pour que la culture puisse continuer à se développer, parce que c'est Ma vraiment question quelque était- chose d'essentiel. Ma question était un peu provocante, mais tout de même, parce qu'on dit souvent les profs sont de gauche, par exemple. Est-ce que les artistes sont de gauche, selon vous? Il faudrait définir ce qu'on met sous cette Non. étiquette-là. Ah ouais. Moi, ce que j'entends, c'est que les artistes pensent beaucoup à la collectivité avant l'individuel. C'est-à-dire que par notre pratique artistique, on se rend bien compte de l'impact sociétal qu'on a sur l'ensemble de la société. Et c'est peut-être en ça qu'on pourrait être catalogué à gauche. Ouais. C'est une généralisation abusive, hein, on est d'accord. Donc, Oui, mais c'est une question d'introduction. Je vois Maëlle qui acquiesce aussi. Mais il y a aussi une question que moi j'ai envie de poser. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a vraiment une gauche et il y a vraiment une droite? Est-ce que je sais pas, c'est une question, hein, c'est une question ouverte, parce que je dirais que par rapport, nous, à notre secteur, on a été... Je veux dire, la base du classicisme dans les arts plastiques, c'est quand même qu'il y a du mécénat, voilà. On est quelque part pas autonome, en fait. Sans mécénat, il n'y a rien de possible chez vous? Mais non, justement, aujourd'hui, les choses sont tout à fait différentes, mais je crois qu'à la base, il y a quand même cette notion bourgeoise, historiquement, Ouais. de noblesse, etc. Et je dirais que, oui, peut-être la droite véhicule un peu ces idéologies-là, quand même. D'accord. Je vous posais la question aussi parce qu'il y a une petite phrase, j'imagine, que vous avez tous remarqué, parce que tous les spectateurs et spectatrices l'ont remarqué. On va la voir tout de suite. C'était une phrase de Georges-Louis Boucher le week-end dernier. Voilà. Nous allons gérer le pays comme des ingénieurs, pas comme des poètes. C'était dans la Libre Belgique. Est-ce que cette phrase vous a un petit peu blessé ou pas, Françoise Avalanche? Blessé, non. Je pense que c'est la manière de s'exprimer qui est propre à Georges-Louis Boucher. Donc, Un peu cavalière? non, c'est sa manière à lui de s'exprimer. Je crois qu'en fait, on peut, je pense qu'il le pense aussi, on peut réconcilier les deux et gérer avec rigueur et en même temps avec du rêve. Hein. Et C'est nous, pas ça qu'il justement, dit. secteur... C'est pas tout à fait ça qu'il dit. Hein. Il dit pas comme Oui, des je poètes. sais. Mais moi j'ai envie, si j'étais en face de lui, je lui dirais, voilà, on compte sur vous pour gérer avec rigueur le rêve que nous avons et que notre rêve puisse accompagner votre rigueur. Voilà. Geoffroy Bolter, vous les poètes, vous vous en occupez puisque On s'en occupe des poètes et j'ai Ça a été été... mal perçu dans le domaine du livre. C'était perçu de manière très diverse. Personnellement, j'étais très surpris. Dans une de mes vies antérieures, j'étais impliqué dans une petite maison d'édition de poésie et on a édité des ingénieurs poètes. Donc ce n'est... Donc ça existe les deux. Mais bien sûr. Faudrait le Bien dire à sûr. Georges Boucher. Bien sûr, bien Ouais. sûr. Donc j'ai un peu du mal à rentrer dans cette logique-là d'opposer vraiment poésie Ouais. et science. Vous avez peur qu'on arrive dans une ère du punchline comme ça, qui est un petit peu aidé aussi par les réseaux sociaux, mal de la planche. Oui, c'est sûr que bon, cette phrase est provocante. Oui, elle peut choquer d'un premier abord, mais je pense qu'en fait, c'est ce que j'essayais de dire au début. Enfin, voilà, de cliver comme ça les secteurs, c'est problématique aujourd'hui dans la société contemporaine On n'a qu'on pas besoin est. de ça. On n'a pas besoin de ça. Et en fait, la recherche artistique, par exemple, elle est financée aujourd'hui par le FNRS, par toutes ces. Il y a des ponts en fait qui se créent, par exemple, entre les écoles d'art et la science. Donc, les ingénieurs, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qu'on met en fait? Je pense que c'est vraiment un peu des mots-clés comme ça qu'il essaye de placer. Ouais. D'accord avec ça? Oui, assez d'accord. Moi, je ne m'arrêterai pas trop sur la petite phrase parce que ce qui m'intéresse, c'est de voir ce qui se passe ensuite. Ouais. On sait que c'est de la communication, ça suscite de l'indignation de manière un petit peu Mais organique comme ça, parce que c'est c'est comme ça que fonctionnent les réseaux sociaux. C'est-à-dire qu'il y a peut-être un changement dans la manière de faire de la politique aujourd'hui. Je ne sais pas si dans la cette manière de phrase est gérer les vraiment le affaires. reflet de la politique qui sera engagée. Donc ça, c'est ce que j'attends de voir.
C'est de la communication. Parce qu'il y a de la communication. Que de la politique. On va parler beaucoup de la Fédération Wallonie-Bruxelles, mais qui se passe aussi au fédéral. On pense à la NVA qui va arriver vraisemblablement à la tête, entre guillemets, du gouvernement. Vous travaillez beaucoup, tous et toutes, sur le statut des artistes, notamment au niveau de la musique. Ça vous inquiète aussi, vous voyez, le changement de style? Ben, c'est pas tellement le style qui m'inquiète, moi, c'est les programmes. Ouais. À certains niveaux, quand on lit un petit peu soit ce qui est écrit ou ce qui ne l'est pas, justement, c'est peut-être à ce niveau-là qu'on doit s'inquiéter. Ouais. D'accord. On va pas s'arrêter alors au punchline, on va essayer de passer au-dessus. On est d'accord? Le mouvement réformateur a tout de même une vision plus libérale globalement de la société, donc de la culture. Ils veulent pousser par exemple le mécénat, on vient d'en parler, la recherche de financement privé, et ça peut marcher. Le tax shelter, ça fonctionne plutôt bien chez nous. Ça fait tourner, ça aide à la production de films, à la production de spectacles aussi. Donc tout n'est pas à rejeter. C'est un bon mouvement, il en faut aussi. Le tax shelter a effectivement été un apport fantastique pour compléter des budgets insuffisants de la part de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Il y a des spectacles qui n'auraient pas eu lieu sans tax shelter, Françoise Avlanche? Pardon? Il y a des spectacles qui n'auraient pas pu avoir lieu sans l'apport du tax shelter? Je pense qu'aujourd'hui, la grande majorité, si pas l'ensemble des grandes institutions, parce qu'il faut quand même savoir le tax shelter, il y a un minimum de budget pour pouvoir y accéder. Oui. Donc, tous ces spectacles, toutes ces programmations ne peuvent se faire qu'avec l'apport du tax shelter, qui a été vraiment intégré. Donc ici, la question qui se pose, c'est, en tout cas, ne pas toucher à ça, ça fait ses preuves. C'est pas dans les programmes. C'est peut-être d'intensifier la possibilité pour d'autres opérateurs et des petits opérateurs d'accéder au tax shelter. Donc, on va parler seulement des musiques actuelles. Et aussi peut-être d'aménager certaines règles pour que ce soit plus atteignable. Plus atteignable pour tout le monde, notamment parce que c'est ça qui vous inquiète. Vous représentez quand même plutôt des petits, on va dire, enfin le mot petit est péjoratif, mais sont des échelles moindres quand même d'opérateurs. Hein. C'est ça, on ne parle pas de millions d'euros comme dans le cinéma par exemple. Et là on est un peu inquiet parce que là effectivement on n'a pas accès à toutes les mannes entre guillemets. C'est ça, en fait, pour le moment, donc l'ouverture du tax shelter n'a pas été jusqu'aux musiques actuelles. Et donc, pour le moment, le secteur des musiques actuelles n'est pas concerné du tout par ces mécanismes de tax shelter, qui, de toute façon, n'est accessible qu'à un certain palier. 60 000 €, c'est beaucoup pour un projet musique actuelle. On est bien au-dessus on est nettement au-dessus. Ouais. Voilà. Donc, à voir comment ce sera mis en place, d'élargir un peu ce mécanisme et de l'adapter à des réalités qui ne sont pas les mêmes que dans le cinéma ou l'audiovisuel avec des gros budgets. Est-ce que la culture, et là je me tourne vers vous, Geoffroy Wolters, est-ce que la culture doit devenir plus marchande? Vous avez insisté en préparant cette émission sur le fait que les libraires, notamment, n'étaient pas souvent considérés justement comme des marchands, des commerçants. Et là vous dites attention. Je dis attention, oui, la culture est aussi marchande. Dans mon secteur, un livre, mais il faut le vendre pour qu'il trouve ses lecteurs, ou même en bibliothèque, il est vendu à une bibliothèque à un moment donné. Donc il y a toute une économie là derrière qui, en ce qui nous concerne, était trop peu reconnue jusqu'à présent. Donc je pense que ce serait effectivement une bonne chose que tout cet aspect économique de notre filière soit reconnu comme il se doit. Ce qui n'est pas du tout pour l'instant. Ce qui est très très peu. Il faut rappeler quand même que votre filière reçoit des budgets. On a fait une émission là-dessus d'ailleurs, c'était assez dérisoire. Tout à fait, c'est dérisoire. On a un peu plus de 4 millions sur le milliard qui est consacré à la culture. Donc le milliard à la culture et 4 millions pour toute la filière du livre. Ouais, c'est fou. C'est un peu fou. Bon, alors ça c'est un volet, et l'autre volet c'est effectivement le volet économique, où là, juste avant les élections, on a eu quelques contacts quand même en région wallonne, qui sont très prometteurs, qui nous permettraient aussi d'avancer sur ce volet-là. Et lesquels par exemple? Ici par exemple, c'est une réflexion sur l'e-commerce et la librairie, une réflexion sur l'impact de l'intelligence artificielle dans les métiers, et tout ce qui pourrait redynamiser aussi le secteur grâce aux nouvelles technologies. Mais je voudrais revenir sur le tax shelter, parce que c'est aussi quelque chose qui fait partie de notre programme. Je pense que c'est un mécanisme vraiment intéressant et qu'on pourrait appliquer à d'autres disciplines, et pas uniquement au cinéma, par exemple. Par exemple, comment, dans le domaine du livre, comment ça pourrait s'appliquer? Comme dans tout secteur culturel, il y a des projets. Ces projets doivent être soutenus d'une manière ou d'une autre pour les lancer. Concrètement, par exemple. Tout ce qui est créatif. Donc, le problème, c'est comme il le disait, c'est qu'on est sur des budgets nettement plus faibles. Donc, il faudrait trouver
un moyen pour adapter ça. La mutualisation. Une mutualisation, tout à fait, par exemple. C'est un très bon exemple. Ouais. On va en parler pour notamment la distribution des éditeurs belges qui ont connu quelques problèmes, mais ça a l'air d'aller mieux, on l'espère. Est-ce que, et là je me tourne aussi vers la professeure d'art plastique, c'est de la peinture? Alors je ne suis pas professeure d'art plastique. Non, c'est pas d'art plastique, c'est ça. Mais je fais de la gestion générale, en fait, plutôt professionnalisation de l'artiste. Donc c'est un axe de professionnalisation. Voilà. D'accord, mais quand même dans le domaine... Oui, dans le domaine des arts plastiques. Ouais. Est-ce que l'artiste doit créer pour vendre? Ça, c'est une question qu'on peut poser. Non. Absolument non. Non, c'est pas ce qu'on enseigne déjà dans les écoles d'art. On n'enseigne pas cet objectif-là. On enseigne la création. Qu'est-ce que c'est la création? C'est une vision du monde, le rapport autocritique, aussi questionner la collectivité, c'est aussi quelque chose de très important. On n'enseigne pas, en fait, le prix, combien... Il n'y a jamais un cours qui est dédié à ça. Ah oui, et je pense... Non, c'est abordé dans mon cours, c'est abordé, par exemple, effectivement, la question du prix. Combien on peut donner à une œuvre, ça pose beaucoup de questions. Mais derrière, en fait, c'est parce qu'il y a les galeries. Donc le réseau des galeries, oui, là, il y a l'objectif des ventes. Mais dans une exposition, si vous allez voir une exposition, que ce soit au Botanique, que ce soit à l'Iselp, dans des lieux qui sont subventionnés, il n'y a pas l'objectif de vente. Ouais, et souvent, les jeunes artistes qui sortent des écoles sont un peu démunis quand ils arrivent au port des galeries, parce qu'ils ne savent pas trop se défendre non plus. Totalement. Et les galeries aussi ont une autre approche qui est plus de l'entreprise, bien sûr. Fait. Et de rentabilité. Donc, des fois, il y a des conseillers. Moi, j'ai déjà été conseillère, par exemple, pour des galeries, parce que ça demande, en fait, d'avoir un recul, aussi une position. Ouais. Mais moi, ce qui me fait un peu peur, en fait, avec le programme, en tout cas, l'idée de ce qu'ils avaient mis dans leur campagne, l'EMR, c'est plus de favoriser une excellence et pas l'émergence. Et ça, dans notre secteur, c'est un vrai problème, parce qu'en fait, il y a énormément de lieux qui ne sont pas et qui sont gratuits et qui favorisent la création, justement. Ouais, ça c'est votre inquiétude aussi du côté du Fakir. Le MR le dit clairement, c'était dans le programme, il faut soutenir l'excellence et les lieux culturels de renommée. On comprend que c'est tranquille, tout va bien pour les grandes institutions, les théâtres, etc., dont vous vous occupez. Non, pas tout à fait. Si, quand même, oui. Si. Oui. Mais les petits lieux, Françoise Avlanche, et puis je donne la parole. Oui, mais je voulais réagir parce que justement, ce matin, on était en réunion de la Chambre des musiques, Chambre de concertation des musiques, Fabien et moi, et on a évoqué cette question. Et justement, il y a une chose que j'ai vraiment... on est tous d'accord pour dire il ne faut pas opposer l'excellence et l'émergence. Et je crois qu'il faut prendre cet objectif en disant soutenir des lieux d'excellence, parce que quand on soutient ces lieux d'excellence, ça va leur permettre de mettre leur notoriété au service de l'émergence. Vous croyez qu'il y aura des passerelles? Oui, bien sûr. Les grandes institutions ont une part d'émergence dans leur programmation. Ça fait partie de leur mission. Et l'émergence, ça porte vers... Ça va vers l'excellence. Ouais, Maëlle ne semble pas d'accord. Oui, parce que nous, l'excellence, s'il y a des lieux qui sont fortement subsidiés, ok. Mais derrière, la rémunération des artistes, c'est quand même quelque chose qui est critique aujourd'hui. Et même si le secteur s'est fédéré, s'est mis en place, il faut qu'on puisse contrôler ça. Je vois votre voisin qui acquiesce. Oui, évidemment, pour la rémunération, c'est clair. Et donc, ça fait le lien un petit peu avec beaucoup de choses qu'on vient de dire sur la marchandisation. C'est un peu un gros mot qui est utilisé parfois. Mais il n'y a rien à faire. Particulièrement en musique, on produit quelque chose qui est finalement proposé à un public. Et le marché, pour le dire comme ça, a énormément changé en peu de temps. Quand je discute avec des artistes dont le cachet n'a pas évolué sur les 30 dernières années, sauf qu'il y a 30 ans, ils pouvaient compter sur le fait qu'ils allaient vendre des disques et vendre des albums dans les magasins, ce qui n'existe plus. Donc c'est la scène maintenant. C'est exclusivement la scène, sauf qu'on fonctionne toujours avec des cachets qui sont les mêmes qu'il y a 30 ans. Donc forcément, ça ne fonctionne plus exactement de la même manière. Et on n'arrête pas de dire, oui, la consommation de musique sur les plateformes de streaming, etc., est en plein essor. Ok, mais comment est-ce qu'on récupère cet argent-là aussi? Donc ça, c'est des cacahuètes j'ai regardé, pour l'instant. C'est des cacahuètes parce que c'est pas régulé. Et dans les programmes, aussi bien du côté du MR que des engagés, j'ai vu nulle part le terme musique et nulle part le terme streaming, qui sont un petit peu... Enfin, le streaming, c'est un petit peu le point à côté duquel on ne peut pas passer quand on parle de musique pour le moment. Et donc, nous, ça fait un moment qu'on porte ça, c'est demander un mécanisme de contribution des grosses plateformes de streaming audio à la création et à la production locale.
comme ça existe par exemple dans le cinéma avec Netflix et les plateformes Et vidéo. vous croyez que ça qui pourrait être sensibilisé à ça? On parle quand même de GAFAM, etc., qui sont... À partir du moment où on va aller chercher de l'argent privé, moi je dirais c'est peut-être la première porte à laquelle aller frapper. Ouais. C'est peut-être une égalisation européenne qu'il faudrait avoir à une autre échelle. Sur le passage dont parlait Françoise Avlanche, de l'excellence à la performance, pas la performance, à l'émergence. De l'émergence à Maëlle. l'excellence. Oui, Oui, c'est ça. tout à dans le sens. Déjà, Ça fonctionne aussi dans la part- musique ou pas? Nulle part c'est défini ce qui est mis sous cette étiquette d'excellence déjà, donc il faudrait commencer par questionner Oui. ça. Moi, C'est un mot fourre-tout. Enfin, chacun y met un peu ce qu'il veut, Ouais. mais effectivement, dans la même phrase, dans ce programme-là, on met aussi en parallèle la question de lieux qui ont peu de public et de la gratuité des événements. Et donc, ça peut ouvrir la porte à un risque que nous on voit, c'est-à-dire cette volonté de rentabiliser la culture et les lieux culturels. C'est-à-dire qu'on subsidie des lieux qui n'accueillent pas assez de public ou qui proposent des événements qui remplissent pas assez les caisses. À quel moment on trace la limite entre OK, on continue à subsidier et à quel moment on arrête de subventionner. Ça, c'est un danger, Françoise Avalanche, quand même. Mais on va voir, nous on va œuvrer en tout cas pour conserver cette diversité des lieux de diffusion. Donc la création la création avec des moyens plus conséquents et aussi effectivement tout ce qui est émergence. Ils sont inquiets, les petits lieux qui sont membres de la FEAS? Est-ce qu'ils sont inquiets? Est-ce qu'ils vous disent oh là là, ça sent le roussi? Pour l'instant, je n'ai pas eu de retour de grande inquiétude, puisque on est ici ouvert pour faire en sorte que ça se passe le mieux possible. On parlait de la marchandisation, le côté économique. Nous, on n'a jamais nié la dimension économique de notre secteur, et à côté, il y a la dimension sociale, sociétale, qui est extrêmement importante. Ça reste du service public aussi, quand même. Et la culture. l'excellence, je voudrais quand même rappeler, c'est le premier des critères pour le subventionnement dans le décret art de la scène. Donc ce n'est pas quelque chose, c'est pas défini en tant que tel, mais on voit bien, donc il y a une valeur. Oui, de toute façon, il y a des commissions, enfin voilà, on ne donne pas les subsides comme ça non plus. Non. Exactement. Ça passe par effectivement Exactement. des preuves d'excellence. Et je dis, soutenir l'émergence, pour moi, ça va de soi. Parce que c'est grâce à l'émergence qu'on a les excellences de demain. En fait. Exactement. Je voudrais qu'on revienne 2 secondes quand même sur le monde du livre, où vous sentez quand même une petite ouverture. Vous avez ferraillé là, ces derniers mois. On a bien ferraillé, oui. Oui, bien ferraillé par rapport à la distribution. Expliquez-nous en 2 mots ce qui en est sorti. Je voudrais juste terminer ici. Oui. Pour moi, ce qui est important, Allez-y, on n'a plus beaucoup de temps. J'espère qu'on aura encore l'audace de pouvoir financer la création et qu'on pourra faire preuve d'audace dans les choix qui sont faits. Vous avez peur de ça? Pardon. Si vous dites j'espère, c'est que... Alors, j'ai peur, c'est pas une peur politique, c'est plutôt une peur de l'austérité. Ah ouais. Si on vient de l'austérité, c'est qu'on perde cette audace et qu'on perd beaucoup de Maëlle choses. aussi. Oui, je suis totalement d'accord. En tant que membre de la commission, déjà, les dossiers ont augmenté très très fort et les budgets sont restés au même niveau. Et en fait, ça c'est plus possible. Donc le refinancement, mais ça, je crois que tout le monde est d'accord. Ouais. Un solide refinancement. Très rapidement, parce que je ne voudrais pas qu'on oublie l'histoire de la mutualisation. Des Oui, en fait, distributeurs. c'est quelque chose qu'on a mis en place pour aider justement, parce que finalement, c'est la diffusion. Quand on écrit un livre, c'est pour être lu. Oui. Donc, si le livre ne trouve pas son public, c'est pas nécessairement parce qu'il est mauvais, c'est parce que parfois, il n'est pas bien diffusé. C'est quoi le problème? Et donc, le problème, c'est que dans notre marché, l'accès à la diffusion est extrêmement compliqué quand on est petit. Ouais. Donc, on a regroupé des petits éditeurs, on a fait un pool de petits éditeurs, et on a organisé une distribution et une diffusion mutualisée pour ces petits éditeurs depuis 2 ans en Belgique. Et là, on vient de l'ouvrir à la France, la Suisse et le Luxembourg. Pour qu'enfin les auteurs belges soient... Et que ces ouvrages trouvent leur public. Je donne juste un petit chiffre. 1 livre sur 5 en Belgique francophone, c'est de la littérature générale, et 1 livre sur 200, c'est du belge. Ça donne juste une idée de ce que du rapport. On en reparlera à la rentrée avec l'opération. Lisez, c'est du belge à mon avis. Lisez-vous le belge, c'est au mois de novembre. Vous miserez beaucoup là-dessus. Bon, on termine l'émission là, vous êtes quand même optimiste. Là, je vois un grand sourire chez Françoise Avlanche. Il faut rester optimiste. Hein. Oui, moi je reste toujours optimiste et j'aime beaucoup la mutualisation.
dans notre secteur, c'est aussi quelque chose, c'est aussi un axe auquel on est extrêmement attentif. Il y a une solidarité dans oui, votre secteur? Oui, tout à fait. Il y a des initiatives de mutualisation. Je pense en particulier à une initiative qui vient d'être lancée d'ateliers de construction de décors, de formation à manage, donc qui est ouverte à l'ensemble des secteurs des arts de la scène. Et ça crée de l'emploi en plus. Et ça créerait de l'emploi, oui, voilà. Notamment aussi dans la région du centre qui en a bien besoin. Optimiste aussi, très rapidement? Optimiste, enthousiaste en tout cas. J'ai envie de continuer à porter ce qu'on défend. Donc il y a du boulot encore, c'est sûr. Ah ouais, ça, j'imagine, il va y avoir des réunions, hein, Maëlle, non? Moi, je suis plutôt attentive et combative parce qu'il y a encore beaucoup de choses à faire dans le secteur des arts plastiques. Et notre mémorandum, avec toutes les recommandations, ça, c'est important de structurer notre secteur. Je retiens le mot combatif et optimiste tout de même. Hein. Oui. Merci à tous les cas d'avoir participé à cette émission. Nous on se retrouve la semaine prochaine pour le dernier Mont des Arts avant une pause estivale qui nous fera un petit peu de bien quand même. Et puis on se retrouvera à la rentrée. Merci beaucoup. Bonsoir. Merci David.